Alors allons-y. Donc, on va parler de choses que vous connaissez en fait, hein, ce qu'on appelle les systèmes numériques de prévision. Alors le plus connu, bien sûr, c'est ce qui permet de prévoir la météo, le temps qu'il va faire dans les jours qui viennent, c'est notamment celui de Météo France. Mais en fait, il y en a pour plein d'applications différentes. Il y en a un au centre là qui s'appelle Mercator Océan, qui est un centre qui est également à Toulouse, comme Météo France, qui fait la prévision océanique, donc l'équivalent de la météo, mais pour l'océan. Quel temps fera-t-il, quels seront les courants océaniques, la température de l'océan, etc., pour les 15 jours à 3 semaines qui viennent. Et c'est un centre qui a une vocation européenne, en fait, avec une délégation de l'Europe pour faire ces prévisions-là. Et puis vous avez ça pour des tas et des tas d'applications. Vous avez un site qui s'appelle Prévert, qui fait la prévision de la qualité de l'air sur la France et sur l'Europe également, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis vous avez des sites comme ça et des organismes qui font ce type de prévision pour un peu tout, pour les inondations. Il y a un service de l'État qui fait les prévisions d'inondation par des systèmes numériques également. Vous avez aussi entendu parler, bien sûr, du réchauffement climatique, du changement climatique. Ça aussi, ce sont des prévisions qui sont faites par des systèmes numériques. Ici, je vous ai mis, par exemple, les prévisions sur l'évolution de la température en France entre 1970 et 2085. Ça, c'est sur ce qu'on appelle un scénario intermédiaire, c'est-à-dire un scénario où c'est pas ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire on ne change rien dans nos comportements, c'est un scénario dans lequel on fait quand même des efforts sans revenir à l'âge des cavernes pour autant. Et on obtient, vous voyez, là, des hausses de température de l'ordre de 2 à 3 degrés, quoi, à peu près partout. Alors je ne suis pas climatologue, mais je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de truc, une hausse de 2 à 3 degrés. En fait, le climat terrestre, il est lié beaucoup, il a des oscillations naturelles entre des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Donc la dernière période glaciaire, c'était ce qu'on appelle l'Holocène. Ça s'est terminé il y a à peu près 12 000 ans. Et depuis, on est dans une période interglaciaire, donc tempérée, ce qui fait que, tant mieux pour nous, hein, c'est plus agréable à vivre. Et ces cycles naturels, en fait, ils sont liés simplement au déplacement des planètes hein, et à la distance plus ou moins grande par rapport au Soleil. Alors, dans le dernier cycle glaciaire, donc il y a un peu plus de 12 000 ans, il y avait l'équivalent du Groenland, si vous voulez, était sur les îles britanniques et sur l'Europe du Nord. Donc il y avait quelques kilomètres de glace au niveau de l'Allemagne, de la Hollande, des îles britanniques. Donc évidemment, c'est plus sympa maintenant, en termes de climat. Et la question importante, c'est, savez-vous quelle était la différence de température entre cette époque-là et maintenant? D'où l'idée. Allez, je vous donne. Différence de température moyenne, hein, de l'ordre de 5 à 6 degrés. Seulement. Voilà. Donc ça, c'est des transitions qui se font sur quelques milliers d'années, hein, ces cycles naturels. Transition donc d'une température moyenne de 5 à 6 degrés. Et puis là, on est en train de parler de montée de... Alors, on ne parle même plus des 2 degrés, en fait, quasiment plus. Hein. On va essayer de limiter à 3 degrés, 3 degrés et demi, c'est ça qu'on est en train de dire, en 100 ans. Donc c'est absolument monstrueux, en fait, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ça, c'était pour vous donner le moral. Donc on pourra en parler d'ailleurs si vous avez envie à la fin, hein, si vous avez des questions là-dessus ou pas. N'hésitez pas aussi, j'ai oublié de le préciser au début, n'hésitez pas bien sûr à me poser des questions si vous voulez, au fur et à mesure. Hein, je ne suis pas là pour monopoliser. Et puis les systèmes numériques de prévision, ça sert à des tas d'autres choses aussi. Là on a parlé de court terme avec la météo, on a parlé de long terme avec le climat. Ça sert aussi à prévoir par exemple les aménagements, l'ingénierie littorale, quel va être l'effet d'une digue, à prévoir ce qui va se passer s'il y a une centrale nucléaire comme Fukushima mise au bord de mer qui pète un peu, s'il y a une inondation, quelles sont les zones qui sont affectées, etc. Alors, j'ai mis ici 2 petits exemples. Le premier, c'est une simulation numérique qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années avec des collègues à Los Angeles, qui est assez rigolote en fait. Donc ce que vous voyez là, c'est la zone de Los Angeles. Vous voyez une espèce de tuyau, enfin c'est un tuyau en fait qui rentre dans la baie de Los Angeles avec une station qui s'appelle Hyperion, qui est en fait la station de retraitement des eaux usées de Los Angeles.
Et puis donc à cette époque-là, on avait développé un outil numérique qui permettait de faire des simulations en très haute résolution, donc, qui maintenant devient assez standard, mais qui à l'époque n'existait pas vraiment. Et donc voilà ce qui se passe sur les eaux usées qui sont rejetées dans la baie après traitement par le tuyau. La couleur, en fait, c'est la profondeur. Donc vous voyez, là on est dans les bleu-vert, c'est rejeté à 40 mètres de profondeur, le tuyau est à 40 mètres de profondeur. Et dès qu'on revient vers les rouges, c'est qu'on est à la surface. Et voilà ce qui se passe typiquement sur une journée standard. Vous voyez que vous avez plein de rouge, en fait, le long des côtes. Je vous remontre. Le pointeur doit marcher. Voilà, sur ces deux endroits, là, ici et là. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle, ces endroits-là. Non, vous n'êtes pas familier de Santa Monica et Malibu. C'est assez rigolo. Donc, les collègues de Los Angeles sont allés montrer ça à la mairie de Los Angeles, qui depuis a rallongé le tuyau. Je reviens là. Un autre exemple beaucoup moins drôle de ce qu'on fait avec les systèmes numériques de prévision, c'est la prévision de catastrophes industrielles, disons. Par exemple, EDF, lorsqu'ils construisent des barrages, ou même avec les barrages existants, ils ont systématiquement des simulations de ce qui se passerait en cas de rupture du barrage. Et un cas classique, disons, pour tester la simulation numérique, c'est le cas du barrage de Malpasset, parce que celui-là est réellement pété en 1959. C'était vraiment une catastrophe, puisque vous voyez, il y a eu 400 morts. C'est un barrage qui est situé au-dessus de Fréjus. Et donc évidemment, puisque c'est un événement qui s'est réellement produit, on sait exactement, on a un historique exactement de ce qui s'est passé, les zones qui ont été inondées, au bout de combien de temps elles ont été inondées par rapport à l'heure de rupture du barrage, etc. Et donc c'est un cas qui sert d'étalonnage pour les systèmes de prévision. Hop, je vais peut-être le remettre au début. Donc vous voyez, le barrage est tout là-haut, voilà. Et là, vous avez donc la couleur c'est simplement la hauteur, quoi. Donc on est à 95 mètres de hauteur au niveau du barrage, et ici vous avez la mer Méditerranée et la ville de Fréjus. Et donc le type de simulation numérique qu'on fait avec, c'est ça. Et donc ça permet de prévoir quelles seront les zones qui seront impactées, et au bout de combien de temps. Donc après, on peut en déduire évidemment une politique pour définir les zones à risque, définir les zones où on peut construire ou pas, comment faire en cas de rupture du barrage, on a combien de temps pour prévenir les gens qui habitent en aval, etc. Voilà, donc tout ça c'est des systèmes numériques de prévision. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je pense que pour vous ça ne va pas poser de problème, parce que j'ai bien compris, il y a essentiellement des gens qui sont en prépa. Donc quand vous avez une suite comme ça, évidemment, vous avez envie de dire que le suivant c'est 9. Si je complique terriblement, vous êtes capable? Personne n'ose? Ouais, bien. Et là, il va se passer quoi? Il va se passer ça. Ok, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des choses qui font pas pour lesquelles il n'y a pas de suspense, on sait exactement ce qui va se passer. Donc ça, c'est les lois de la physique. Évidemment, l'exemple le plus simple, c'est l'exemple d'un déplacement rectiligne uniforme. Si j'ai un déplacement parfaitement rectiligne, parfaitement uniforme, je sais prévoir exactement ce qui va se passer, que ce soit quand vous roulez sur l'autoroute à vitesse constante avec les régulateurs, ou quand vous êtes dans un canal parfaitement rectiligne uniforme, vous savez que donc, la distance parcourue, ce serait exactement le temps fois la vitesse. Alors évidemment, ces choses-là, on va les compliquer un tout petit peu, mais ces lois de la physique, là, ça va être ça qu'on va utiliser. Donc pour ce dont je vais essentiellement parler, l'océan, l'atmosphère, tout ce qu'on appelle ici des fluides géophysiques, les grands principes de la physique, ce sera toujours les mêmes, ce sera toujours des principes de conservation. La plupart des lois physiques, en fait, sont des choses comme produits physiques. Ce sont des principes de conservation, conservation de la masse, évidemment. Vous connaissez la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est simplement ça qui est traduit en équation. Vous connaissez somme des forces égale masse par accélération, dynamique. En fait, cette loi-là, c'est une loi de conservation, c'est la loi de conservation de la quantité de mouvement. Voilà, dans l'océan, vous avez la conservation du sel, vous avez de façon générale la conservation de l'énergie. Bon, voilà.
Suivant le domaine que vous étudiez, il y aura ce qu'on appelle des conditions limites, c'est-à-dire que si vous regardez l'océan, il va échanger de la chaleur avec l'atmosphère, et il va y avoir des échanges d'eau par évaporation, ou au contraire, s'il y a de la pluie sur l'océan, si vous étudiez l'atmosphère, il va prendre de la chaleur éventuellement à l'océan, ou au contraire lui en restituer, étant donné. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les conditions limites. Et puis, après, il y a en général des trucs un petit peu spécifiques. Par exemple, en météo, il y a des trucs affreux qui sont la microphysique des nuages. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un nuage? Alors ça, c'est abominable. C'est une physique très 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 compliquée. Et c'est ça qui est rajouté dans les modèles, par exemple, pour essayer de mieux représenter la réalité. Alors, donc la base, ce sont ces lois de la mécanique des fluides. Les précurseurs là-dedans, c'est avant tout c'est Euler, en fait, que vous connaissez pour plein de choses, en fait. Il a été extrêmement prolifique en maths et en physique. Donc il y a plein de nombres de l'air, de lois de l'air, de formules de l'air. C'est quelqu'un aussi qui en maths a institué en quelque sorte le premier les notations modernes des maths. Donc ce qui a simplifié énormément la communication, et ça a été un point de départ pour une accélération de la production mathématique, parce que les gens arrivaient à se parler, on arrivait à écrire sigma de 1 sur k, de k égale 1n et 1 sur k égale quelque chose, autrement que par une phrase en latin de 10 lignes. Donc Euler a travaillé, en fait il était suisse, il a travaillé beaucoup à Saint-Pétersbourg, il est Saint-Pétersbourg, et puis il est revenu à Berlin ensuite, et c'est là qu'il a publié donc un mémoire qui pose en fait les bases de ce qu'on appelle la mécanique des fluides parfaits, c'est-à-dire des fluides dans lesquels il n'y aurait aucun frottement, aucune viscosité. On appelle donc les lois de l'air des fluides parfaits. Et en fait, lorsqu'on fait la mécanique des fluides, ce qu'on connaît, c'est, tout le monde entend parler, c'est les équations de Navier-Stokes. Alors, c'est quelques années après, donc enfin, un petit moment après, 50 ans après, on va dire à peu près, Henri Navier a travaillé là-dessus. Donc Navier, c'était un ingénieur des ponts, de l'école des ponts, qui finalement s'est dit que non, dans les fluides, ça frotte un peu quand même, il y a de la viscosité. De toute façon, les équations de l'air ne permettaient pas de représenter exactement ce qui se passait dans la vraie vie. Donc c'est qu'il manquait quelque chose, et il a rajouté cette notion de viscosité dans un mémoire. Et Stokes, qui était un chercheur anglais, a fait un petit peu la même chose en fait, et a donné la forme définitive aux équations, qu'on appelle les équations de Navier-Stokes, que tous les physiciens, tous les gens qui font de la mécanique des fluides connaissent. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait Navier et Stokes, on parle toujours des équations de Navier-Stokes, Navier et Stokes ne se sont jamais connus. Stokes, il avait 17 ans quand Navier est mort. Ils ne se sont jamais rencontrés, simplement ils ont travaillé un petit peu sur les mêmes choses. Alors, ceci dit, quand on a les équations de Navier-Stokes, ça nous permet d'expliquer ce qui se passe dans un verre d'eau, dans une cuvette, quand vous la remuez. Ça ne permet pas forcément d'expliquer ce qui se passe dans l'atmosphère ou dans l'océan. Puis surtout, c'est trop compliqué. Il faut à la fois rajouter un peu de physique et en même temps simplifier tout ce qui n'a pas besoin d'être représenté de façon très très précise. Les équations de Navier-Stokes, elles sont simples sur leur forme, elles sont extrêmement compliquées d'un point de vue mathématique, leur structure est très très compliquée. Si vous voulez gagner $1 million d'ailleurs, c'est facile, vous prouvez l'existence d'une solution unique aux équations de Navier-Stokes en 3 dimensions, et vous gagnez $1 million immédiatement. C'est l'Institut Clay qui, en 2000, a publié ce qui s'appelait les problèmes du millénaire. Donc il y a 7 problèmes mathématiques très très compliqués pour lesquels il n'y avait pas de solution. Et donc l'existence d'une solution aux équations de Navier-Stokes en 3D est un défi de l'Institut Clay. Et donc pour chacun des défis, il y a $1 million gagné. Voilà. Je n'ai pas de place, je ne chercherai pas. Alors, donc là, on en est avec ces équations de Navier-Stokes à décrire ce qui se passe dans un verre d'eau. Après, il faut, si on s'intéresse à l'atmosphère ou l'océan, il faut rajouter un peu des choses. Déjà, la Terre est tourne. Alors, il faut prendre en compte, justement, l'effet de la rotation de la Terre sur l'océan et l'atmosphère. Ça, cette rotation de la Terre, son effet, ça a été formalisé par Coriolis, Gaspard Coriolis, qui était donc un mathématicien français, un physicien et mathématicien français,
qui d'ailleurs s'est retrouvé à enseigner à l'école polytechnique en même temps que Navier, dans les années 1830, et donc qui a, voilà, qui a formalisé, qui a une expression mathématique de ce que c'était que cette équation, de cette force de Coriolis, qui fait que dans l'hémisphère nord, par exemple, si vous avez si vous jetez une balle ou si vous avez un bateau qui se déplace sur l'océan, il va être dévié vers la droite, vers la gauche dans l'hémisphère sud, par l'effet de la rotation. Et puis, la deuxième chose, qui est très très importante, celle-là également, c'est que l'océan il est stratifié, l'atmosphère est stratifiée, c'est-à-dire qu'on n'est pas à densité constante. La densité change avec la verticale. Au fond de l'océan, l'eau est plus dense qu'en surface de l'océan. En haut de l'atmosphère, l'air est plus rare, donc l'air est moins dense qu'en bas. Okay, et donc ça donne une certaine stabilité à l'océan et à l'atmosphère, ce qui fait que les mouvements vont se faire beaucoup plus facilement, de façon quasiment horizontale, dans des couches qui sont à densité à peu près constante, à peu près égale, que des échanges verticaux. Donc ça va influer énormément sur les mouvements. Et la troisième chose qui est importante, c'est que si vous regardez un petit peu les dimensions, je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs des figures de simulation un petit peu idéalisées. Voilà, on a l'impression qu'on a un joli domaine qu'on est en train de modéliser en 3D, mais il faut se représenter que ce qu'on simule là, l'atmosphère, ses dimensions caractéristiques, c'est quelques milliers de kilomètres, sur une épaisseur de au maximum 30 km. L'océan, un océan comme l'océan Atlantique, c'est 6000 km de large, ou 5000 km de large par endroit, sur 5 km. Donc en fait, vous avez un rapport 1 pour 1000. Un rapport 1 pour 1000, c'est vous empilez 5 feuilles de papier A4 standard, et voilà ce que vous simulez en fait. Vous avez une feuille de papier A4, en fait vous en empilez 5, ça vous donne une idée de l'épaisseur. Et les mouvements verticaux là-dedans, la représentation tridimensionnelle est très importante malgré tout. Vous voyez, on a un rapport, ce qu'on appelle le rapport d'aspect, les dimensions horizontales divisées par les dimensions verticales, qui sont pas du tout homogènes. Voilà, donc toutes ces équations-là, tous ces gens-là ont participé à la mise en place des équations. Et puis après, bien, se sont mis en place petit à petit donc, la prévision numérique. Alors il y a un grand précurseur sur la prévision numérique, c'est Lewis Ferguson. C'était un ingénieur anglais qui donc, a été diplômé de Cambridge en 1903, quelque chose comme ça, je crois, qui a travaillé comme ingénieur pendant 10 ans, et puis, 7 ou 8 ans. Et puis en 1900, si je ne dis pas de bêtises, 10 ou 12, il a été recruté à la météo, au bureau météorologique anglais, qui était un petit peu assez, enfin, qui n'était pas à ses débuts, mais disons que c'était quelque chose qui était quand même pas forcément super performant à l'époque, donc on ne donnait pas beaucoup de crédit à ces trucs-là. Et Richardson, en fait, a eu une intuition géniale. Il s'est dit, au lieu de faire comme font tous mes collègues, c'est-à-dire de regarder sur des vieux grimoires le fait que, oui, quand à tel endroit il a plu pendant 2 jours de suite dans les années précédentes, en général il pleuvait le 3e et il se mettait à faire beau le 4e, donc se baser en quelque sorte sur des statistiques assez empiriques, ou sur de simples observations, voilà, très limitées, parce que forcément on n'a pas des moyens d'observation terribles à l'époque. Il s'est dit, on doit pouvoir utiliser les lois physiques qu'ont mis en évidence Euler, Navier, Stokes, Coriolis, Boussinesq, tous ces gens-là. Et on doit pouvoir en fait utiliser ensuite des méthodes mathématiques pour prévoir ce qui va se passer. Donc résoudre ces équations, bien qu'elles soient très compliquées. Alors c'est un type qui avait une confiance en lui incroyable. Donc il a été recruté, il a commencé à travailler là-dessus en 1913, sur cette idée-là, un an ou deux après avoir été recruté à la météo. Et pendant 3 ans, il a passé son temps à identifier quelles équations il faudra prendre, c'est-à-dire comment simplifier les équations que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont trop compliquées, pour en garder la substantifique moelle, ce qui permettait de prévoir, disons, en première approximation, la météo sans s'embarrasser avec des détails, en restant pas trop compliqué si possible. Et après il s'est dit, ok, comment je fais pour les résoudre avec mon petit papier, mon petit crayon? Eh bien, il a inventé les méthodes en fait modernes de simulation numérique, c'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est pas très compliqué, je vais diviser mon domaine d'intérêt, donc ici par exemple vous voyez
la zone France, Allemagne, Europe centrale. Je vais la diviser en petits cubes. J'utilise l'atmosphère sur ces données en petits cubes. Donc chaque carré ici fait 200 km de côté, et puis il en empilait quelques-uns sur la verticale. Et les équations qui sont très compliquées, eh bien je vais les approximer. Je vous rappellerai comment tout à l'heure, de façon à transformer tous les termes compliqués en de simples additions, multiplications, des trucs tout bêtes. Évidemment, ce sera une approximation, mais ça devrait me permettre de m'en tirer. Et donc, du coup, à partir de la situation météorologique maintenant, en déduire la situation météorologique dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, etc. Voilà. Donc, il a commencé à faire tout ça. Tout ça, ça nous amène en 1916. Il lui a fallu 3 ans. Et puis, 1916, pas de bol. Il y avait la Première Guerre mondiale, à cette époque-là, sur le continent. Et il a été envoyé comme conducteur d'ambulance sur le front de l'Est, enfin de l'Est de la France. Et donc il a conduit des ambulances là-bas. Alors avant de partir, il avait pris sous le bras toute sa théorie. Il avait quasiment écrit un bouquin, il a rendu en 1916, il avait quasiment écrit un bouquin où il expliquait tout ce qu'il avait fait. Et puis quand même, il voulait le démontrer. Il voulait démontrer que ça marche. Donc il part en France avec toutes ses notes et avec des données qui sont, vous voyez, des stations de mesure là qu'on voit en haut à droite. C'est-à-dire qu'une journée particulière de 1910, il y avait eu des mesures qui avaient été faites un peu partout en Europe. Les météorologues européens s'étaient mis d'accord pour faire des mesures ce jour-là, je crois que le 25 mai 1910, si la mémoire est juste. Et donc ça lui permettait d'avoir une espèce d'initialisation correcte, de photographie de la situation météorologique sur l'Europe ce jour-là. Donc il part de la situation météorologique sur l'Europe ce jour-là, le 25 mai 1910, à 7 h du matin. Pendant que ces rares moments de calme, disons, ou d'inactivité comme conducteur d'ambulance, il fait des calculs, pour calculer la situation météorologique grâce à sa méthode qu'il a inventée, calculer la situation météorologique 1 heure après, 2 heures après, etc. Et donc à partir de la situation météorologique à 7 h du matin, il en déduit finalement au bout de 6 semaines de calcul, quand même, avec un papier et un crayon, la situation météorologique à 13 h, donc 6 heures plus tard. Alors, dans ce qu'il a prévu, il y a par exemple un creusement d'une dépression totalement catastrophique. Il a créé en 6 heures un ouragan titanesque, qui est en fait 100 fois plus, un creusement de dépression 100 fois plus fort que ce qui s'était passé en réalité. Il était anglais, il ne s'est pas démonté. Après la guerre, à la fin de la guerre, donc il a repris toutes ses notes, il a publié ça dans un bouquin que vous voyez là, Weather Prediction by Microprocesses, et en disant, j'ai obtenu d'assez bons résultats, très encourageants, à partir de données d'une qualité médiocre. Donc il pensait que c'était les données météo au début qui n'étaient pas terribles, et c'est pour ça, parce que son procédé, lui, était inattaquable. Et en fait, il avait presque raison, c'est-à-dire qu'il avait raison en tout cas d'avoir confiance en lui, ce gars-là était vraiment, avait une des intuitions géniales. Et il y avait juste 2 choses qu'il ne connaissait pas à l'époque, sur le traitement numérique des données, disons, sur ce qu'on appelle la simulation numérique, une notion de stabilité. On ne peut pas... Quand on a ici une résolution, ce qu'on appelle la résolution, où la taille des pixels de 200 km, par exemple, eh bien, on ne peut pas faire des pas de temps trop grands. On ne peut pas prévoir peut-être de 7h à 8h directement. Il faut peut-être passer par 7h15, 7h30, 7h45, 8h. Si on fait des trop grands pas, l'erreur numérique devient trop grande et du coup ça se met à diverger et à faire n'importe quoi. Ce genre de choses. Et un autre truc qui est lié plus à la physique, qu'on appelle la propagation des ondes d'inertie gravité, qu'il fallait filtrer, des trucs qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, ont été découverts ensuite. Mais en fait, toute la base de la prévision météo était là. Et en plus, Richardson était vraiment un visionnaire, qui bossait à la météo britannique, et il a dit, ok, moi je suis sûr de moi, je pense qu'on peut faire ça, donc de façon opérationnelle. Et donc il a décrit dans son bouquin, il y a une page qui est absolument fantastique, dans laquelle il décrit ce que serait ce qu'il appelle une forecast factory, une usine à prévision. C'est l'espèce de vue d'artiste que vous avez en bas à droite, là,
où en fait vous avez une carte du monde qui est dessinée sur un immense hall, et dans le hall il y a 64 000 calculateurs. Mais un calculateur, c'était une vraie personne avec un papier et un crayon. Donc il imaginait une usine à calculateur, avec 64 000 personnes à l'intérieur, qui chacun en fait faisait des calculs correspondant à un petit cube, une petite région particulière, et passait le résultat des calculs aux voisins. Et vous avez ici, sur la figure, il décrivait aussi donc, une espèce de chef d'orchestre sur son pylône, là au milieu, qui braquait une lampe rouge, comme celle-là, pour synchroniser les calculs, pour dire, hop, tiens, c'est à toi de calculer pour la zone machin, puis c'est à toi pour la zone Amérique du Sud, puis c'est à toi ça. Donc il décrit complètement ça dans son bouquin. Et ce chiffre de 64 000, c'était simplement pour répondre aux besoins d'opérationnalité, c'est-à-dire si vous voulez faire les prévisions à 6 heures, il ne faut pas 6 semaines, il ne faut pas que vous mettiez 6 semaines à les faire, il faut que vous mettiez 1 heure maximum à les faire. Donc il avait dimensionné ce chiffre-là pour ça. Et en fait, ce qu'il décrit là, c'est exactement les calculateurs parallèles, qui ont été inventés dans les années 1990. Alors, donc en résumé, où est-ce qu'on en est? On a des équations. Donc là, je pense que vous reconnaissez tous un modèle d'océan. Hein. Donc, pour ceux qui aiment bien les maths, ici, il y en a quelques-uns. Ici, donc, vous avez les sommes des forces égale masse ou accélération, conservation de la quantité de mouvement. Hein. Ici aussi, mais avec une approximation qui simplifie ici les choses. Et puis ici, c'est la conservation de la masse. Et puis après, conservation de la température, de l'énergie. Conservation du sel. Et puis, donc, vous voyez, c'est les grands principes que je vous disais tout à l'heure qui ont été mis en équation, simplement. Bon, on a des équations, c'est super. Et on a donc aussi une technique pour les approcher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, en fait, le principe de Richardson, c'est exactement le principe qui est utilisé en simulation numérique usuelle maintenant partout. C'est-à-dire que donc, vous décomposez la zone, donc ici l'atmosphère, par exemple, vous la décomposez en petits cubes, avec une certaine résolution. Donc maintenant, par exemple, Météo France, un cube de taille horizontale typique de 1,3 km. Mercator Océan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait la même chose pour l'océan, c'est 2 à 3 km sur la zone Atlantique Nord-Est Méditerranée. Et puis un pas de temps, c'est-à-dire que vous partez de l'instant présent et vous prévoyez la météo, donc la valeur des variables physiques. Alors pour Météo France, c'est quelques secondes, un pas de temps. Donc quelques secondes plus près, puis encore quelques secondes plus loin, puis quelques secondes plus loin, et vous faites ça sur une durée qui va typiquement sur une dizaine de jours. Et puis, je vous ai montré les équations juste avant. Il faut que je me mette au endroit. Ça va bien, voilà. Je vous ai montré les équations juste avant. Vous voyez que dans les équations, vous avez des dérivés partout. Ce sont des dérivés partielles, parce qu'on a plusieurs variables, évidemment. Donc les dérivés par rapport au temps, dérivés par rapport à l'espace. Donc les dérivés, on va les simplifier. On va les approcher, en fait, simplement en revenant à leur définition. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée? C'est un taux d'accroissement. La petite digression pour les scientifiques. Hein. C'est un taux d'accroissement, c'est la limite d'un taux d'accroissement. Donc, on va dire que la valeur de la dérivée en ce point-là, grosso modo, ce sera la valeur à droite dans le cube de droite, moins la valeur dans le cube de gauche, divisé par la distance entre les deux cubes. En faisant ça, finalement, je commets une erreur, mais qui n'est pas si grande que ça. Évidemment, tout le boulot des matheux derrière, c'est de dire, ok, l'erreur, est-ce que je peux la contrôler, est-ce que je peux la quantifier, est-ce que je peux faire en sorte d'assurer une certaine précision dans mes calculs. C'est tout ce qu'on appelle les mathématiques, une branche des mathématiques appliquées, c'est ça. Donc quand vous faites ça, ça a un intérêt extraordinaire, c'est que vous transformez une dérivée en une simple combinaison linéaire de la valeur à droite et de la valeur à gauche. Donc vous faites ça pour toutes les dérivées partielles, et finalement vous vous retrouvez avec des simples additions et des simples multiplications à faire pour passer de la valeur à un moment à la valeur à un instant suivant. Simplement, vous en avez beaucoup d'opérations à faire. Donc là, actuellement, avec les modèles de Météo France, par exemple, ils ont à peu près 1 milliard de variables. La description de l'état de l'atmosphère à un instant donné, c'est 1 milliard de chiffres. 1 milliard de valeurs numériques. Donc c'est pas grave, hein, on met ça dans un ordinateur, on lui dit ce qu'il a à faire, et puis l'ordinateur lui va nous calculer très très vite ces opérations très simples d'addition et de multiplication pour prévoir la situation météorologique quelques secondes plus tard, puis quelques secondes plus tard, puis quelques